peut y aller. Ouais, c'est parfait. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? Oui, C'est Oui, bon? C'est très bien. visible? Ok, parfait. Ça. Bon. Ben, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être présents aujourd'hui pour cette présentation. Donc, je vais vous présenter mon projet de recherche au doctorat qui s'intitule L'approche multicritère pour la planification des infrastructures vertes, les cas de Trois-Rivières, Toulouse et Melbourne. Donc, pour commencer, on va se poser la question de qu'est-ce que c'est les infrastructures vertes pour commencer. Exactement. Alors, les infrastructures vertes, c'est des systèmes naturels, donc comme les jardins de pluie, les toits, les murs végétalisés, les zones humides, etc. Et elles sont vues comme des alternatives urbaines innovantes et plus durables à la gestion de l'eau actuelle. Parce qu'elles permettent notamment un contrôle à la source, donc c'est-à-dire là où l'eau de pluie tombe. Et elles peuvent assurer plusieurs fonctions en même temps pour la gestion de l'eau, donc des fonctions d'infiltration, de filtration, d'évapotranspiration, d'adduction et de traitement et de rétention de l'eau. Mais pourquoi ces infrastructures, elles sont aussi intéressantes? C'est parce qu'elles peuvent permettre d'amener d'autres critères. Donc, elles ont un potentiel multicritère, comme on appelle, et qu'on peut regrouper selon les trois piliers du développement durable, donc l'environnement, l'économie et le social. Donc, si on regarde un petit peu comment ça se passe au niveau de l'environnement, donc on a déjà parlé de la gestion de l'eau. Donc, ça peut agir aussi au niveau de la pollution quand il y a, quand il y a du ruissellement, par exemple. Ça peut avoir des impacts aussi sur la biodiversité, améliorer la biodiversité urbaine. D'un point de vue plus social, ça a des répercussions sur la santé. Donc, ça va venir réguler notamment la température. Donc, quand on est dans des espaces verts, généralement, il fait plus frais. Ça a aussi un impact sur l'esthétisme général des villes. Donc, des villes plus vertes sont souvent perçues comme plus agréables à vivre et donc améliorer le bien-être général des usagers. Et puis aussi, on peut parler aussi de la qualité de l'air parce que la végétation a des propriétés pour venir capter en fait le carbone qu'il y a dans l'air et donc améliorer la qualité de l'air. Et d'un point de vue économique, ça va avoir des retombées donc économiques. Évidemment, les gens, s'ils sont en meilleure santé, on a moins besoin de les soigner. Ça va retomber aussi sur le traitement de l'eau. Si l'eau est de meilleure qualité quand elles arrivent dans les stations de traitement, ben, ça va coûter moins cher. Ça peut avoir des répercussions sur le tourisme. C'est des villes qui sont agréables et plus vertes. Et puis, on limite aussi les risques d'inondation, de glissement de terrain, qui sont des coûts qui sont quand même importants pour les villes. Dans le cadre de ce projet de recherche, on a fait une revue de littérature des pratiques un petit peu donc en multicritères. Donc l'AMCD, ce qu'on appelle l'analyse multicritère pour l'aide à la décision sur les infrastructures vertes. Et donc là, quand on a fait cette revue-là, donc on a étudié une centaine d'articles qui travaillaient justement sur l'implantation des infrastructures vertes et avec une approche multicritère. Et on s'est rendu compte que les méthodes qui étaient utilisées, les méthodes multicritères, elles étaient de plus en plus considérées par la communauté scientifique et les décideurs. Donc ces dernières années, il y avait de plus en plus d'articles qui traitaient de ce sujet-là. On a noté aussi qu'il y avait des méthodes qui revenaient souvent, donc qui sont nommées ici, donc Swing, Smart et AHP. Mais quand on regarde d'un peu plus près du point de vue des experts en décision, c'est pas vraiment des techniques et des méthodes qui sont recommandées parce qu'il y a souvent beaucoup de biais et d'erreurs et donc ça amène à des résultats qui sont souvent faussés. On a aussi remarqué que les critères environnementaux et les critères sociaux, ils sont plus représentés dans les critères que l'on peut trouver, plutôt que par rapport aux critères économiques et techniques qui sont moins représentés. Donc, ça peut s'expliquer par le fait que quand même des techniques qui sont assez récentes, donc on n'a pas le recul encore, on ne sait pas exactement combien ces techniques-là coûtent, et puis aussi comment on les met en œuvre, leurs performances exactes, etc. Et on s'est rendu compte aussi dans ces études-là que les parties prenantes étaient rarement impliquées dans le processus d'aide à la décision. Et ce qui nous a un peu étonnés parce que par définition, en général, ces processus-là, ce sont des processus participatifs et collaboratifs.
Et finalement, on a noté aussi que les outils qui pouvaient venir supporter ces approches-là, ils étaient rarement accessibles et adaptables à d'autres contextes, c'est-à-dire que souvent, une étude se focalisait sur un contexte en particulier, par exemple la ville de Québec. Elle va développer son outil qui est propre à la ville de Québec et qui pourra être utilisé uniquement dans ce cas-là précisément. Et souvent, cet outil-là, il est rarement disponible en ligne et donc les chercheurs ne peuvent pas vraiment se l'approprier et le faire évoluer. Donc, le projet de recherche, la grande question du projet de recherche, c'est comment est-ce qu'on peut améliorer cette prise de décision pour l'implantation des infrastructures vertes en considérant plusieurs contextes, donc des contextes différents, des contextes géographiques, sociopolitiques et urbains différents. Donc, on a deux branches dans ce projet de recherche. On a d'un côté les sciences sociales, donc avec le processus multicritère qui est participatif, donc avec un groupe de parties prenantes. Et ce processus-là va permettre d'obtenir un modèle donc multicritère. Puis de l'autre côté, on a les sciences donc techniques, les sciences plus appliquées, avec les outils qui peuvent aider à la planification des infrastructures vertes et qui vont pouvoir produire différentes alternatives d'infrastructures vertes sur un territoire. Et l'idée ensuite, c'est de venir combiner les deux, donc le multicritère avec les outils existants et de pouvoir venir faire des plans d'action qui sont vraiment propres au contexte. Puis par la suite, là, dans la présentation, on va revenir sur chacune de ces étapes-là pour que vous compreniez bien comment toutes ces étapes-là, elles s'imbriquent entre elles. Donc, pour commencer, on va regarder le processus multicritère qu'on utilise dans ce projet de recherche. Donc, nous, on a utilisé la méthode Macbeth parce qu'on avait des experts dans notre équipe de recherche qui avaient l'habitude d'utiliser cette méthode-là et qui avaient montré de bons résultats dans plusieurs contextes. Donc, la première chose qu'il faut faire avec cette méthode-là, donc avec le groupe de parties prenantes, c'est d'identifier les enjeux et les objectifs de l'étude, donc les critères. Donc, nous, dans notre cas pour illustrer, c'est euh, qu'est-ce qu'on voudrait, où est-ce qu'on voudrait placer les infrastructures vertes dans la ville pour, stratégiquement parlant, où est-ce qu'on pourrait les placer pour qu'elles puissent amener le plus de bénéfices. Et donc là, comme on voit sur l'image, les parties prenantes, elles ont chacune réfléchi à des idées, des enjeux, des objectifs. Elles les ont notés sur des petites notes. Et puis ensuite, elles ont travaillé pour venir regrouper des idées, créer des familles et vraiment venir définir les critères qu'elles voulaient considérer pendant l'étude. Une fois que ces critères ils sont définis, la deuxième étape, c'est de construire des échelles sur les critères. Donc, autrement dit, comment est-ce qu'on peut mesurer ces critères-là? Donc là, je vais vous montrer un petit exemple pour illustrer. Par exemple, donc si on prend un critère, par exemple, de favoriser les continuités écologiques, donc l'idée serait de dire qu'on a deux espaces verts qui ont des potentiels écologiques, et puis entre les deux, ce serait intéressant de venir placer une infrastructure verte pour pouvoir connecter ces espaces-là entre eux. Donc c'est l'idée de ce critère-là. Et donc là, l'idée, c'était de réfléchir combien de potentiel combien d'infrastructures vertes implantées sur le territoire pourraient permettre de favoriser ces continuités écologiques-là. Donc, il y a une échelle de performance de l'implantation des infrastructures vertes allant de 0, donc du moins bon jusqu'au 100. Et les parties prenantes ensuite devaient définir vraiment quel était leur objectif, quel était leur repère bon. Donc, le repère qui est inscrit en vert et le repère neutre. Donc, le repère bon, c'est la valeur qui est pleinement satisfaisante pour les parties prenantes. C'est-à-dire qu'à partir de là, sur ce critère-là, on considère que l'alternative, elle est vraiment très bonne. Et le repère neutre, donc le repère qui est en bleu, c'est la valeur qui est tout juste satisfaisante. Au-dessous de là, on considère que le plan n'est pas de bonne qualité. Et puis, entre ces niveaux-là, ensuite, les parties prenantes, elles vont devoir réfléchir à quelle importance elles accordent entre un plan qui va être à 10% et un plan qui va être à 25%. Elles vont devoir qualifier ce passage-là avec une échelle sémantique, donc qui va de extrême à très fort. Donc, cet exercice-là, il faut le faire pour tous les critères de l'étude. Et la troisième et dernière partie, c'est la construction des poids de passage entre les critères, donc ce qu'on appelle généralement les poids. Donc, c'est savoir quels critères et
pour caricaturer quel critère est plus important qu'un autre. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir comparer des options fictives. Donc, par exemple, on a une option A avec le critère des continuités écologiques et une bonne performance sur ce critère-là. Et puis un critère, par exemple, d'esthétisme, où là, on est plutôt sur un repère qui est neutre. Et puis à l'inverse, l'option B qui présente donc un repère neutre sur les continuités écologiques et une bonne performance, un repère bon donc sur le critère d'esthétisme. Donc là, les parties prenantes, elles vont devoir choisir quelle option elles préfèrent selon elles, quelle est l'option préférée, et puis qualifier cette préférence encore une fois avec l'échelle sémantique. Donc on a vu plutôt donc de extrême à très faible. Et puis suite à ce travail-là, donc il va y avoir différents scénarios qui vont être proposés, différents choix qui vont être faits par les parties prenantes, jusqu'à pouvoir établir donc un classement et des poids sur les critères. Donc, c'est directement proposé par cette méthode-là. Donc ça, c'est l'obtention du modèle multicritère. Donc, c'est-à-dire qu'ensuite, une fois qu'on a ça, on est capable de venir évaluer n'importe quelle stratégie et savoir et venir calculer les performances de cette stratégie-là avec les critères, les critères qui ont été décidés par les parties prenantes. Maintenant, si on regarde donc l'autre volet, les sciences appliquées, l'outil que l'on a utilisé dans cette recherche, c'est l'outil UrbanBeat. Donc, c'est un outil qui a été développé par le docteur Peter Marcus Bach en Suisse. Et cet outil, en fait, il se concentre sur des objectifs qui sont trois objectifs et qui sont essentiellement liés à la gestion de l'eau. Donc, le premier, c'est la réduction du ruissellement. Le second, c'est la réduction de la pollution. Et le troisième, c'est la récupération de l'eau pluviale. Donc, les parties prenantes, elles vont définir des objectifs sur des performances de ce qu'elles veulent atteindre en fait sur ces trois objectifs. Donc, en pourcentage, par exemple, sur leur territoire, elles veulent atteindre 50% de réduction du ruissellement, 40% de réduction de la pollution et 60% de récupération de l'eau pluviale, par exemple. Et pour produire donc différentes alternatives, le logiciel UrbanBeat, il a besoin de plusieurs données d'entrée. Donc, il a besoin de 4 données spatiales. Donc, une donnée d'élévation du territoire, de type de sol, de savoir si on est sur un sol plutôt sableux, plutôt argileux, donc autrement dit la performance d'infiltration du sol. Une donnée de population aussi, de densité de population. Et des données d'usage de sol, de savoir si on est dans un tissu qui est plutôt commercial, plutôt industriel, plutôt résidentiel. Et puis, il a aussi besoin de 2 données climatiques, donc des données de précipitation et des données d'évapotranspiration. Donc, ces données climatiques-là, elles sont prises sur 10 ans pour avoir quand même une bonne représentativité du climat sur le territoire. Et puis, grâce à ça, ensuite, donc le logiciel UrbanBeat va pouvoir, sur le territoire, venir réfléchir et proposer des stratégies d'implantation des infrastructures vertes. Donc, aujourd'hui, UrbanBeat, il considère 5 types d'infrastructures vertes. Donc, les systèmes d'infiltration. Donc, par exemple, ça peut être les parkings poreux, par exemple, les sols poreux, les fossés et les noues, les bassins et étangs, les zones humides et les systèmes de biorétention et de jardins de pluie. Donc, UrbanBeat, on peut le paramétrer, on peut lui demander de nous donner 20 alternatives différentes, 20 scénarios différents d'implantation des infrastructures vertes sur le territoire. Et ces infrastructures-là, elles seront toutes équivalentes du point de vue des performances sur les 3 objectifs qu'on a vus précédemment. Donc, la réduction du ruissellement, la réduction de la pollution et la récupération de l'eau pluviale. Mais ensuite, donc on obtient ces scénarios-là, mais qu'est-ce qu'on fait ensuite? Donc, ils sont tous équivalents et c'est là que le modèle multicritère va pouvoir intervenir et va pouvoir être utile pour venir déterminer laquelle de toutes ces options-là est la plus intéressante pour la municipalité. Donc, c'est une approche qui est collaborative en 5 étapes. Donc, la première étape donc, c'est vraiment un travail, donc c'est collaboratif, donc il y a un travail vraiment entre 3 différents acteurs, donc les parties prenantes, donc qui sont celles qui qui travaillent sur le modèle multicritère, les chercheurs, l'équipe de recherche, donc nous qui avons conduit la recherche, et puis les décideurs, donc autrement dit les clients pour qui est-ce qu'on fait ces études-là. Donc nous, dans notre cas, on a travaillé avec donc 3 municipalités
Donc, Trois-Rivières au Québec, Toulouse en France et Melbourne en Australie. Donc, la première étape, c'est d'identifier les parties prenantes. La deuxième étape, c'est de conduire donc, le processus multicritère qu'on a vu, la méthode Macbeth. La troisième étape, c'est d'obtenir les alternatives des infrastructures vertes, donc avec le logiciel UrbanBeat. La quatrième étape, c'est d'évaluer ces alternatives UrbanBeat avec le modèle que les parties prenantes ont construit. Et puis ensuite, une présentation des résultats. Et on voit donc les chercheurs, ils font vraiment le lien entre les municipalités d'une part et puis les parties prenantes d'autre part. Donc là, je vais passer sur chacune des étapes et puis je vais vous montrer un petit peu comment ça s'est déroulé donc dans nos 3 cas d'études. Donc la première étape, identifier les parties prenantes. Donc là, c'est un tableau récapitulatif des parties prenantes que l'on a eues donc pour nos 3 cas d'études, donc à Trois-Rivières, Toulouse et Melbourne. Donc on voit qu'à Trois-Rivières, on avait 12 participants aux ateliers, à Toulouse 8 participants et à Melbourne 10. On voit que généralement, on retrouvait quand même souvent les mêmes profils. Donc, des professionnels consultants, on en avait quand même pas mal, des techniciens aussi, et puis des représentations de la municipalité, évidemment, puisque c'était ceux pour qui on travaillait. C'était beaucoup plus rare d'avoir des organismes gouvernementaux, parce qu'ils sont plus difficiles à approcher, ils ont moins de temps. Et puis, d'un point de vue académique, les chercheurs ont été intégrés uniquement dans le cas de Melbourne. Alors, il faut savoir que les parties prenantes, nous, ont présenté cette liste-là, donc la liste que vous voyez ici. On l'a présentée donc aux décideurs, mais c'était eux qui formaient les groupes de parties prenantes avec qui ils voulaient qu'on conduise les ateliers. Donc, ce n'était pas nous, l'équipe de recherche, qui décidait vraiment des participants. Ce qui était plutôt bien, c'est à Toulouse, on a eu vraiment des profils qui étaient divers et variés. Donc, on n'a pas eu de répétition comme on peut voir à Melbourne, où on avait par exemple 3 ingénieurs ou 2 chercheurs, ou dans le cas de Trois-Rivières, encore une fois, on avait 3 ingénieurs et 3 experts en architecture et urbanisme. Donc voilà, pour Toulouse, c'était quand même un peu plus divers. Et puis ici, donc, je vous présente les modèles multicritères qui ont été développés par les 3 cas d'études. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail de tous les critères. Mais en fait, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a des critères qui se ressemblent quand on les lit. Donc, par exemple, là, on voit que pour les 3 cas d'études, il y avait ce critère-là de biodiversité, de création de corridors écologiques qui revenait dans les 3 cas. On voit aussi qu'il y avait une dimension de récréativité, aussi de multifonctionnalité qui était importante aussi dans les 3 études de cas. Et une dimension aussi de réduction des risques d'inondation avec la rétention de l'eau pluviale, ces questions-là. Par contre, même si ces critères ils semblaient se ressembler, la manière de les mesurer, donc l'échelle telle qu'on l'a vue avant, n'était pas la même. Les repères bons, les repères neutres n'étaient pas les mêmes. L'importance qu'ils accordaient aussi entre les différents plans n'était pas les mêmes. En gros, on ne pouvait pas récupérer un critère de Trois-Rivières et l'utiliser pour Toulouse et Melbourne. Ce n'était pas possible. On devait répéter le processus à chaque fois. Et puis, on voit aussi qu'il y a des critères qui sont vraiment propres aux 3 cas d'études. Donc, par exemple, à Trois-Rivières, ils ont développé un critère de performance de l'infrastructure verte en climat froid. À Toulouse, ils ont développé un critère lié au contexte historique parce qu'il y a beaucoup de bâtiments qui sont classés, qui sont protégés. Et donc, c'est plutôt limité de venir faire des constructions de ce type autour de ces bâtiments-là. Et à Melbourne, ils ont développé un critère de séquestration du carbone qui était absent dans les autres études. Et puis, ils ont fait aussi tout un travail sur les préférences qu'ils accordaient relatives aux infrastructures vertes. Donc, on a vu que UrbanBeat pouvait simuler plusieurs types d'infrastructures, mais dépendamment du contexte de où est-ce qu'on se trouve, ben, il y a certaines infrastructures qui vont être préférées par des villes plutôt que d'autres. Donc, on voit que, par exemple, pour les 3 études de cas, les bassins étangs, pour eux, étaient des infrastructures qui étaient assez intéressantes, de même que les zones humides ou même les biorétentions. On voit en revanche que les façades végétales ou les cuves de récupération de l'eau pluviale étaient moins envisagées en fait par les 3 études de cas. Et puis après, il y a des technologies comme les toits verts, pardon, qui étaient beaucoup plus mitigées. Donc, Trois-Rivières, c'était une option qui était intéressante pour eux,
Melbourne également, beaucoup moins pour Toulouse. Ce qui peut s'expliquer aussi par le fait c'est quand même un tissu qui est ancien, donc il y a peu de toits plats, donc c'est quand même plus compliqué. Euh, donc il y a eu aussi cet exercice-là qui a été fait par les parties prenantes. Puis si on regarde un petit peu donc les résultats qu'on a eu d'un point de vue cartographique, donc une des premières étapes que fait donc le logiciel UrbanBeat, c'est d'analyser les flux. Comment l'eau en fait circule sur le territoire. Donc là, c'est une carte de Trois-Rivières. Donc on voit un petit peu comment le logiciel a analysé l'écoulement sur le territoire, donc basé sur les données que je vous ai présentées avant. Et puis ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a comparé donc ces flux-là avec, par exemple, les réseaux existants. Et puis, on pouvait voir que ça concordait bien. Et donc, le logiciel avait bien compris comment fonctionnait le territoire. Et puis ensuite, on obtient donc des scénarios comme cela. Donc là, c'est le meilleur scénario, donc celui qui était, lorsqu'on considérait tous les critères qui avaient été développés par les parties prenantes et les différentes stratégies. Donc ça, c'était le scénario qui obtenait la meilleure performance, les meilleurs scores sur les critères. Donc ça, voilà, les scénarios ressemblent à ça. Donc c'est une carte de Trois-Rivières avec donc des implantations possibles des infrastructures vertes sur le territoire. Et de la même manière, donc pour Toulouse, donc, on avait une carte d'écoulement du territoire. Et la carte, le scénario, donc dans ce cas-là, c'était le scénario 8 qui avait obtenu le meilleur score lorsqu'on l'avait évalué avec le modèle multicritère développé par Toulouse. Donc pour conclure sur ce que je viens de vous présenter, donc il y avait quand même un fort intérêt et une implication des décideurs et des parties prenantes dans le processus. C'était quand même environ 20 heures par personne, ce processus-là, donc les ateliers, ce qui peut être quand même assez conséquent pour des gens qui ont un temps limité et qui sont très occupés. Ce projet-là, il a permis d'établir un dialogue entre des acteurs aux profils variés qui, des fois, ne se parlent pas entre eux. Donc, tout ce qui était du domaine plus technique ou les gouvernements avec les municipalités ou avec les professionnels. Donc, c'était intéressant. Ce projet-là, il a permis de créer un lien entre les sciences appliquées et les sciences sociales, qui sont souvent des disciplines qu'on a tendance à déconnecter, mais qui devraient être beaucoup plus connectées. Ce projet-là, il a permis de développer donc UrbanBeat, le logiciel que je vous ai présenté. Donc, par exemple, il y a l'idée de venir intégrer de nouveaux critères. Donc, les critères qui revenaient, par exemple, le critère de biodiversité ou le critère de rétention de l'eau, donc en prenant en compte la nappe phréatique, la hauteur de la nappe phréatique, c'est des critères qui pourraient potentiellement directement être intégrés à l'intérieur du logiciel pour pouvoir avoir des résultats qui sont encore plus performants dès le départ. Et il faut aussi réfléchir au transfert de connaissances. Donc, comment on fait pour ne pas perdre toutes ces données-là, puisque moi, dans mon cas, je termine bientôt ma recherche, donc il faut penser à comment on peut transmettre tous ces résultats, toutes ces informations-là. Par exemple, dans le cas de Trois-Rivières, on va procéder à une formation d'une personne à l'interne sur l'utilisation du modèle, sur l'utilisation du logiciel, pour qu'il puisse par la suite pouvoir continuer d'utiliser les résultats. Je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, je serai ravie d'y répondre. Merci beaucoup, Morgane. Très intéressant. Donc, effectivement, on va passer à la période de questions-commentaires. Écoutez, on va y aller très simplement. Vous avez trois options, je dirais. Soit de lever la main, que vous avez dans le bas de votre écran, vous avez l'onglet Réaction. Vous pouvez cliquer là-dessus puis lever la main. Des fois, c'est un peu différent si vous êtes sur un cellulaire, là, mais grosso modo, c'est une façon de fonctionner. Si vous voulez poser une question, je vois déjà une main qui se lève. Sinon, aussi, vous pouvez ouvrir votre caméra là, si vous êtes moins familier avec la main levée. Est-ce que Oui, tu veux que j'arrête de le partage ou je le oui, garde s'il te plaît, oui. Mhm. Oui, donc voilà. Puis, Je pense qu'on va peut-être y aller avec Andréane. Oui, Andréane, vas-y. Oui, votre bonjour, est-ce caméra. qu'on m'entend? Oui, Je on vous vous entends entend très très bien. bien. Oui, super. Merci pour la présentation. Je connaissais pas cette approche-là, c'est hyper intéressant. Euh,
En fait, j'ai une question. Mon Dieu, excusez, c'est la queue du chat qu'on voit. J'ai une question avec un long préambule, là, mais dans le fond, tu sais, les infrastructures vertes, je sais que c'est de plus en plus connu comme approche en urbanisme, mais en même temps, pas tant. Puis je me demande en fait s'il y a certains éléments qui ont peut-être été moins envisagés. Tu sais, tu comparais là, les trois groupes, il y a certaines choses qui sont mises de l'avant, d'autres moins. Est-ce que ces éléments-là, moins envisagés, moins favorisés par les parties prenantes, ça pourrait être en raison en fait d'un manque de connaissances? On les connaît moins, ces approches-là. Est-ce qu'il y a certains trucs qui sont moins mainstream là, versus Québec versus France? Puis le jargon aussi il est complexe. Tu sais, je me demande des fois si les termes, on les utilise pour les mêmes choses. Fait que je me demandais, est-ce que vous avez défini ces termes-là? Avez-vous donné tu sais, un plancher de base à tout le monde pour que dire, OK, tout le monde, on part sur le même pied de compréhension de ces différentes approches-là? Ou au contraire, est-ce que vous vouliez que ces dissonances-là puissent transparaître dans les approches qu'elle a choisies? Parce que dans la vraie vie, en fait, les équipes de gestion urbaine, leur identité, leur background, c'est ça qui va influencer les choix qu'ils vont faire. Fait que je me demandais comment cette question sociale-là aussi de la dichotomie France-Québec, est-ce que vous l'avez considérée? Oui, alors ça, c'est sûr que pour le point de vue, alors c'est sûr que la recherche, elle est toujours à ses débuts. Donc là, par exemple, il y a une recherche qui est en cours avec l'INRS pour venir justement parler avec des experts, répertorier toutes les infrastructures qui sont faites sur le territoire du Québec, par exemple, pour venir voir un petit peu comment c'est construit, comment elles sont conçues, puis les coûts aussi, parce qu'il y a plein d'aspects dont on ne connaît pas. Donc, ça peut être aussi des freins, c'est sûr, sur certaines infrastructures où on se dit, on ne les veut pas parce qu'elles sont trop coûteuses. Et en fait, finalement, c'est peut-être pas le cas. Donc, c'est sûr qu'il y il y a des manques encore dans la recherche sur ce point de vue-là. Donc, ça peut influencer les préférences des parties prenantes, ça, c'est certain. Pour ce qui est des définitions, oui, on définissait les termes au départ. Donc, c'est pas nous qui avons imposé vraiment des définitions. On leur a demandé de venir définir, eux, les termes au départ. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'ils avaient plus ou moins la même vision en fait, des techniques quand même. Mais il faut savoir que il n'y avait pas de représentants, par exemple, de la société civile. Donc, il n'y avait pas vraiment de gens qui n'avaient pas de connaissances sur la gestion de l'eau, sur la planification. C'est quand même des gens qui savaient déjà un petit peu déjà ce que c'était des infrastructures vertes, déjà de nom, et ils avaient déjà une connaissance de base déjà sur ces principes-là. Deuxième morceau de ma question. Donc, vous n'avez pas donné des termes définis, tu sais, parce que tu montrais, par exemple, il y avait des termes qui se ressemblaient, mais ce n'était pas toujours exactement la même sémantique. Fait que Ah vous oui. n'avez pas donné des termes définis, mais ils ont convergé vers Ah les oui, mêmes oui, mots, là. Ah oui, complètement. Oui, oui, complètement. On n'a pas du tout donné de liste. En fait, la question c'était, ben, vous voulez construire un plan stratégique d'implantation des infrastructures vertes? Quels critères est-ce que vous voulez prendre en compte? Où est-ce qu'on devrait les placer pour que ça soit le mieux possible, en fait? Et eux, ils ont réfléchi et puis ils écrivaient des phrases au début plus simples, par exemple, ben, des infrastructures qui amélioreraient la biodiversité ou qui viendraient connecter des espaces existants. Donc, ils écrivaient tout ça. Et ensuite, ben, ils ont retravaillé sur les critères pour créer des familles, parce qu'on ne va pas avoir 10 critères qui traitent tous de la même thématique. Et c'est pour ça qu'après, on se retrouve avec des termes qui sont assez généraux et qui englobent donc beaucoup plus de choses. Mais non, au départ, ils partent d'une feuille blanche, en fait. Il n'y a rien qui est prédéfini. Super, merci beaucoup. Merci pour la question, Madame Loisel. Donc, je passerai ensuite pour la prochaine question. Monsieur Francis Marleau, vous pouvez ouvrir votre micro, on vous écoute. Oui, bonjour Morgane, on s'est déjà croisés quelques fois, mais j'ai jamais eu Oui. l'occasion que tu me présentes ton projet, là. Fait que j'ai trouvé ça super intéressant. Puis j'ai particulièrement aimé le fait que, ben, au final, dans trois contextes différents, en appliquant le modèle, ben, vous arrivez à des résultats différents. Donc, ça montre bien qu'avoir une approche one size fit all, ça ne fonctionne pas. Donc, il y a des valeurs, il y a des objectifs qui sont différents. Puis je me demandais justement par rapport à ces différents ateliers-là, euh, peut-être que tu ne l'as pas encore fait, peut-être c'est une piste que tu aimerais regarder. Est-ce que tu as regardé un peu les différentes dynamiques de groupe qui existaient dans les groupes ou dans ces ateliers-là? Est-ce que
les gens se comportaient différemment? Est-ce que certaines choses qui fait que, bon, ben, il y a certains critères qui sont plus ressortis que d'autres par rapport à des préoccupations? C'est quelque chose que tu as fait, un peu Ouais, une évaluation un peu ouais. plus post-projet, Mm. là? Après, ouais. Après, il y a des choses que j'ai remarquées déjà parce que c'était pas on n'a pas du tout eu la même organisation. Pour Trois-Rivières, c'était en contexte de pandémie, donc on était à distance. Donc ça a demandé plus de rencontres et c'était des rencontres avec tout le monde à chaque fois. C'était des rencontres en groupe, donc ça a pris beaucoup plus de temps. Ça a pris presque 1 an au total, donc c'est quand même un temps qui est assez long. Peut-être pas 1 an, mais 6 mois, quelque chose comme ça, où on se rencontrait toutes les 2, 3 semaines. Donc c'est quand même assez long. Et c'est sûr qu'il y avait des leaders dans le groupe. C'est sûr qu'il y avait des gens qui avaient plus tendance à s'affirmer, à parler, à comme prendre des décisions, et puis les autres les suivaient davantage. La stratégie qu'on a adoptée pour les 2 autres cas d'études, donc pour Toulouse et Melbourne, c'est que c'était beaucoup plus condensé. Donc déjà, c'était en direct, en présentiel. Et puis, on a fait des sous-groupes pour la deuxième étape. Donc, quand ils devaient travailler individuellement sur les critères. Donc, en fait, la première étape, ils le faisaient tous ensemble. Donc, vraiment réfléchir aux critères, comment on les mesure, quelles données on utilise, etc. Et puis ensuite, ils se sont répartis par expertise, en fait. Ils se sont attribués des critères en sous-groupes sur Mhm. lesquels ils ont travaillé en sous-groupe. Et ensuite, ils sont revenus à nouveau en groupe. Ils ont expliqué, présenté leur travail, comment ils avaient construit leurs critères. Et ensuite, ils ont fait la pondération et les comparaisons entre critères ensemble. Et donc, en faisant ça, ben, il y avait beaucoup moins ça, en fait. Déjà, il y avait Mhm. beaucoup moins cet aspect de une seule personne ou deux qui avaient tendance à plus l'idée. Là, pour le coup, c'était beaucoup plus balancé. Et, et puis, ben, ça leur a permis quand même de faire le processus en beaucoup moins de temps. Donc là, j'ai dit 20 heures en moyenne, mais par exemple, pour Toulouse et pour Melbourne, on était autour de 10, 12 heures, qui est vraiment pas beaucoup par personne quand on fait des processus comme ça. Euh, donc, euh, donc voilà. Je sais pas si ça répond à ta question. Ouais, ouais, mais là, ça me fait poser d'autres questions, là. Je sais pas s'il y a d'autres questions où je peux m'en permettre. Vous pouvez y aller. Pour l'instant, vous êtes le seul en ligne d'attente. Vous pouvez y C'est aller ça, je pour d'autres demandais, c'est questions. ça, par rapport aux facilitateurs qui animaient ces groupes-là, ça a-tu toujours été la même équipe à Melbourne, à Trois-Rivières, puis à Toulouse, ou c'était des équipes qui variaient selon le contexte, là? Alors, ben, pour la première étude de cas à Trois-Rivières, donc on était deux. Il y avait moi et donc Roxane Lavoie, que tu connais, Oui. qui m'a formée sur ces méthodes-là. Et ensuite, pour Toulouse et Melbourne, j'étais toute seule. OK. Puis avais-tu des gens qui t'aidaient dans les rencontres ou vraiment toute seule, toute seule? Non, parce que c'était en présentiel, donc Ah, j'étais vraiment toute seule, toute seule. OK. Voilà. Mais finalement, ce qui a quand même bien fonctionné, donc c'est sûr que c'était un peu intense quand même, mais en fait, je pense que déjà le fait que ça soit en présentiel, ça aide. Parce que quand on est à distance, ben, c'est sûr que c'est bien qu'il y ait quelqu'un qui fasse tout le côté plus technique et enfin, tout ce qui est sur Mhm. l'ordinateur pendant que l'autre est en train d'animer. Il y a beaucoup moins ça en fait en présentiel parce que les participants sont vraiment acteurs. Ils écrivent sur des post-it, c'est eux qui les regroupent, c'est eux qui écrivent sur les tableaux, c'est eux. Donc, voilà, moi, j'étais plutôt là pour quand même les recadrer ou répondre à leurs questions s'ils ne savaient pas. Voilà, c'est plus mon rôle. J'ai une dernière petite question que je veux me permettre. Tu as parlé en nombre d'heures, mais en termes de nombre d'ateliers, c'était Ouais. quoi? Alors, c'était 3 demi-journées par personne. Donc, une première demi-journée donc pour la première étape. Et ensuite, en sous-groupe, ils avaient chacun une demi-journée. Et puis ensuite, une dernière journée avec tout le monde à nouveau. Voilà. Et puis, bon, je compte pas là-dedans, mais il y avait forcément une rencontre préliminaire avant, donc pour présenter le projet, les objectifs, etc. Donc d'à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Mhm. Et puis ensuite, il y a une rencontre aussi finale pour présenter les résultats et réfléchir justement à comment on leur transfère les données, comment ils perçoivent l'utilisation de ces résultats-là dans le futur, etc. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci, M. Marleau. Donc, écoutez, n'hésitez pas à lever la main, ouvrir votre caméra si vous avez d'autres questions, commentaires. Moi, j'avais peut-être juste une petite interrogation, là. Vous avez parlé
tout à l'heure, Mme Bousquet, de la question du transfert de connaissances, puis la possibilité de faire une formation avec une personne à Trois-Rivières. Est-ce que vous envisagez d'offrir, par exemple, un accompagnement, une formation à d'autres municipalités qui seraient intéressées à utiliser cet outil-là? On a déjà été approché par une autre, alors c'est pas une municipalité, c'est un regroupement de municipalités. Oui. On a déjà été approché par d'autres personnes. Donc oui, ça pourrait être possible. Bon, après moi, là, dans les limites de la thèse, c'est plus compliqué de venir faire des choses, comme ça. Mais oui, après, je pense que l'idée, ce qui était intéressant, donc pour Trois-Rivières, c'est certain, ils voulaient justement réseauter autour et puis Toulouse aussi de la même manière. Melbourne, on est en train de terminer, donc on ne sait pas trop comment vont être reçus les résultats encore, mais en tout cas, pour les 2 premières études, c'est sûr qu'ils voyaient un intérêt à ce que ça soit utilisé par d'autres municipalités, rien que pour avoir des éléments de comparaison, parce qu'ils trouvaient ça intéressant de voir comment les autres construisaient leur modèle multicritère, quels éléments ils prenaient en compte, ce genre de choses. Donc, voilà. Super. Merci. Donc, une autre question de Chloé Fredette. Vous pouvez y aller, on vous écoute. Bonjour. En fait, ma question était pas mal dans la même veine, là. Je me demandais comment on peut faire pour transposer cette méthode-là à l'ensemble des municipalités. Donc, comment on peut l'utiliser? Est-ce que vous pensez que c'est réaliste de penser qu'une municipalité de moyenne envergure puisse utiliser elle-même le logiciel Urban Beat ou elle doit vraiment se faire accompagner par des firmes? Puis est-ce que, à votre connaissance, il y a des firmes au Québec qui utilisent ce type d'analyse cartographique et multicritère pour pouvoir déterminer le meilleur emplacement pour les infrastructures vertes? Donc pour Urban Beats, oui, je pense qu'il faut quand même peut-être une petite formation quand même avant sur une présentation du logiciel, comment ça marche, etc. Mais c'est quand même un logiciel qui est assez intuitif. Donc pour moi, c'est pas trop un problème. Là où c'est beaucoup plus compliqué pour moi, selon moi, c'est vraiment l'approche multicritère où là, en fait, il faut quand même quelqu'un, un facilitateur, quelqu'un qui soit un peu expert dans la méthode pour venir conduire les étapes parce que ça peut pas vraiment être quelqu'un qui fait le processus lui-même. Il faut que ça soit quelqu'un extérieur au processus qui ne va pas choisir les critères, etc., etc. Donc, pour moi, de ce point de vue-là, il faudrait faire appel à une personne externe. Après, le multicritère, c'est de plus en plus utilisé pour les municipalités ou même dans d'autres domaines. Mais c'est pas forcément encore trop bien connu, en tout cas pas dans notre domaine à nous. Et donc, ce qui fait que souvent, ils sont utilisés des méthodes qui sont beaucoup plus simplistes, c'est-à-dire qu'ils vont sélectionner des critères, donc choisir des critères. Jusque-là, ça paraît assez similaire, mais ensuite, ils vont attribuer directement des poids, par exemple, aux critères, en disant, ce critère-là, il est plus important que celui-là, etc., etc. Donc, il y a moins cette approche-là qui est beaucoup plus graduelle et qui va permettre de pouvoir, sur le long terme, je pense, être utile aussi parce qu'on vient rentrer des performances. Donc après, on est capable, comme on construit des échelles, après, derrière, on est capable de pouvoir mesurer n'importe quelle alternative dans notre exemple. Alors que si on fait juste un classement des critères, peut-être que dans l'avenir, peut-être que ça va changer ou peut-être qu'il y aura l'introduction de nouveaux critères ou des choses comme ça qui sont beaucoup plus... c'est beaucoup plus simpliste, je dirais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Puis écoutez, mon collègue Edem va probablement partager sous peu mon adresse courriel. Donc, si jamais vous avez des questions, vous voulez être mis en lien avec Mme Bousquet, là, dans le fond, vous pouvez m'écrire, puis je vais vous mettre en lien là, sans problème. Écoutez, on a encore le temps si c'est des gens qui veulent intervenir. Là, c'est vraiment libre à vous. Là. Là, on a plus entendu des questions. Ça peut être des commentaires aussi si vous avez je ne sais pas, des méthodologies aussi que vous utilisez là, ou, différents critères là, pour la planification d'infrastructures vertes. En tout cas, la parole est vraiment à vous. Là. On a un espace là, qui vous permet de poser des questions, d'échanger. Je pense oui, il y a mon collègue Edem qui. Oui. Oui, en fait, j'avais juste une petite question pour Morgane. Je voulais savoir si la présence ou l'absence peut-être de la société civile dans le cadre de ton étude, est-ce que ça peut avoir une influence sur les résultats concrètement ou pas?
Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que tu peux... Si tu as fait des focus group, est-ce qu'il y avait Ouais. justement la société civile qui faisait partie de Ah, ces focus group, par exemple? Est-ce que, ben non. selon toi, ça pourrait avoir une incidence sur les résultats ou sur ce que tu aurais pu trouver concrètement? Mhm. Ben, moi, je pense que oui. Puis c'est des choses qui sont souvent revenues. Quand je faisais des présentations, on me disait que c'était un aspect qui était vraiment très important, la société civile, et qu'elle n'était pas présente. Je pense que oui, ça peut avoir un impact. Après, eux, ils le justifiaient en disant que dans les municipalités, ils faisaient souvent des sondages en fait auprès des citoyens et donc ils étaient suffisamment au courant et ils étaient suffisamment en capacité de pouvoir représenter en fait les opinions des citoyens. Et voilà, encore une fois, nous, notre rôle s'arrêtait à les informer, leur dire que d'après la recherche, d'après ce que l'on pense, on devrait avoir autour de la table ces types-là en fait de profils. Mais ensuite, derrière, c'était à eux vraiment de choisir les gens qui voulaient impliquer dans le processus. Ok, merci. Merci. On a une nouvelle question de Madame Fredette. Chloé, vous Oui, pouvez, j'avais pouvez y oublié aller. un petit point. En fait, c'est juste pour savoir si euh, est-ce que tu as publié là, par rapport à cette recherche-là déjà quelque chose, soit un papier ou ta thèse ou ton mémoire. Puis j'étais curieuse aussi de savoir, je présume que tu es peut-être au courant du travail qui avait été fait, entre autres, par Sandrine Lacroix avec Françoise Bichaille et Daniel Dagenet. Je me demandais c'est quoi le lien entre ces deux recherches-là. Ben, désolée pour les participants qui ne connaissent pas le projet dont je parle, là. Mais c'est quoi le lien entre les deux projets? Est-ce que c'est comme une continuité ou c'est une nouvelle approche qui a été testée? Euh, Ouais. donc voilà. Alors, donc pour la première question, il n'y a pas encore de publication vraiment, mais ça s'en vient là d'ici quelques je sais pas, semaines, je ne sais pas combien de temps ça prend. On devrait avoir, alors je ne sais pas quand, mais au total, là, on a 4 publications sur le projet. Donc, la revue littérature en question qui devrait être publiée là, incessamment sous peu. Une publication dans une revue française, idem, qui devrait être publiée incessamment sous peu. Et puis 2 autres articles, dont un qu'on vient de soumettre, qui est plus sur la méthodologie. Et puis un dernier article là, qui est en préparation, qui est sur les résultats et la comparaison des 3 études de cas. Et ensuite, ben, pour la question de Sandrine, oui, je connais très bien Françoise Bichet, c'est ma co-directrice, donc elle me supervise aussi dans ce travail-là. En fait, on a commencé le travail ensemble avant que je commence le doctorat. Donc, on a commencé ensemble en testant ces outils-là, justement. Donc, Sandrine, elle travaille sur un autre outil d'aide à la planification, donc un peu similaire à UrbanBeats. Et moi, je travaille donc avec UrbanBeats. Et on a toutes les deux donc testé cet outil-là sur Trois-Rivières au départ. Donc, c'était les prémices du projet. Et quand on a présenté les résultats, c'est ce qui revenait en fait, ce qui revenait de la part de la municipalité, c'était c'est super, c'est vraiment des cartes, enfin voilà, c'est vraiment très intéressant, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? On en a 20, on fait quoi? Elles se ressemblent sans se ressembler, sur laquelle on devrait partir. Donc, voilà. Et puis, revenait aussi cette idée de c'est dommage. Est-ce qu'Urban Beats intègre cet aspect-là? Non, il n'intègre pas. Est-ce qu'Urban Beats intègre la biodiversité? Non. Est-ce que ça intègre? Voilà. Donc, des critères en fait qu'ils auraient aimé voir intervenir dans la génération des résultats, mais qui n'apparaissaient pas. Donc, c'est un peu comme ça. Ça a été la base en fait du développement du projet de recherche. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Donc, je vais présenter, en fait, je vous laisse encore quelques temps pour, si vous voulez lever la main, poser une question. Je vais simplement vous présenter, en fait, vous inviter au prochain Midi Causerie. Donc, il aura lieu on accueillera un autre membre de l'Institut EDS, M. Abolfazil Mostafavi. Donc, ça portera vraiment sur la mobilité inclusive à l'ère des villes intelligentes, le rôle de l'intelligence et des données géospatiales. Donc, on vous invite vraiment à rester à l'affût. En fait, vous pouvez aller directement sur notre site Internet là, pour vous inscrire à ce webinaire-là, à ce Midi Causerie-là. Vous pouvez aussi vous abonner sur Facebook, sur Twitter. On est sur LinkedIn également, là, si vous voulez être tenu au courant des différentes activités. Donc, voilà.
Puis comme il n'y a pas d'autres questions, il y aurait peut-être Edem qui... oui? Oui, j'avais juste une petite question rapide, peut-être pour Morgane. Je ne sais pas trop si la question est adaptée ou pas. Je voulais savoir, l'outil dont tu parles, est-ce que tu penses que c'est un outil qu'on peut aussi utiliser dans le contexte africain, par exemple? Oui, ouais, ben, t'apprends des données, enfin, du moment que les données sont disponibles, c'est toujours pareil dans les outils, hein, il faut que les données soient quand même disponibles. Ok. Ce qui peut être, je pense, un enjeu dans les pays africains, hein, la disponibilité des données. Mais sinon, si elles sont disponibles, oui, il n'y a pas de, y a pas de problème. Justement, c'était l'intérêt en fait d'utiliser cet outil-là, c'est qu'il avait été conçu pour pouvoir en fait s'adapter à différents contextes. Ok, c'est beau. Merci beaucoup, Morgane. Avec plaisir. Merci. Donc, justement, Edem est multitâche, là, il vient de partager dans l'outil conversation aussi un moyen de s'abonner à notre infolette si vous souhaitez être au courant des activités puis aussi des projets de l'Institut. Donc, écoutez, sans plus tarder, je voudrais remercier chaleureusement Morgane Bousquet là, pour sa présentation, pour les réponses aux questions également. Puis, je vous remercie chacun d'entre vous là, pour votre présence. Donc, voilà. Donc, je vous souhaite une bonne après-midi, une belle journée. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.